Je pense que, vu la façon dont ils ont préparé le protocole d'accord, il est impossible de retirer Israël du Liban sans que tout s'effondre. À mon avis, la manière dont le document a été rédigé était délibérée de la part des Iraniens. Ce n'est pas seulement le cas pour le Liban. On le voit aussi avec les sanctions et le programme nucléaire iranien. Ils ont dit qu'il y avait deux volets. L'un concerne les sanctions, celles de l'IAEA, du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que les sanctions primaires et secondaires des États-Unis. Et tout ça est lié au programme nucléaire iranien, point par point. Et si vous avancez sur le programme nucléaire iranien, avec le type d'inspection qu'ils veulent mettre en place, vous allez avoir un allègement des sanctions. C'est un énorme enjeu. Je pense que ça n'arrivera jamais, parce que le Congrès n'est pas prêt à ça. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le Liban. Comme vous l'avez dit, c'est crucial, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas mettre la question du Liban de côté et avancer sur les autres points de ce plan, de ce protocole d'accord. Et en fait, votre compréhension de ce protocole est juste. Je pense qu'il n'y a aucune chance, à moins que l'administration Trump ne change complètement et devienne quelque chose de totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Totalement différent. Je vais vous dire, l'un des grands signes, c'est que Trump n'a pas fondamentalement changé d'attitude. Vous avez vu ce qu'il a dit. Menacer de prendre le détroit d'Ormuz, de voler le pétrole, de faire payer des péages, juste après que Marco Rubio a fait cette déclaration. Le même jour, Patrick, pardon de t'interrompre, le même jour où les deux délégations devaient se rencontrer, il a dit « Je vais te tuer, je vais attaquer l'Iran à nouveau, et ce sera plus dur qu'avant. » Imagine un peu. Ce type n'est même pas là. Il menace les négociateurs. Il leur dit qu'ils ne rentreront pas dans leur fichu pays. C'est pas comme ça qu'un responsable politique devrait parler. Dans un pays civilisé, avancé, quelqu'un qui agit comme ça serait immédiatement démis de ses fonctions. Parce que là, c'est clairement du sabotage du processus de paix. Un sabotage actif. Trump a vraiment essayé de saboter le processus de paix avec ses déclarations. C'est un fait. Et ce n'est pas une manière honorable de représenter un gouvernement ou un pays. On ne peut pas être chef d'État et manquer d'honneur. Enfin, on peut. Mais dans ce cas, on finit dans la même catégorie qu'Idi Amin, Adolf Hitler et quelques autres beaux exemples de l'histoire. Très bien, Trump. Continue à parler comme ça si tu veux. Mais tu ne pourras pas être respecté. On ne peut pas exiger le respect sur la scène internationale. Vous voyez Trump arriver au G7, les épaules voûtées, l'air abattu. Franchement, il avait une mine terrible. Il avait vraiment l'air d'un désastre. Et je ne fais qu'énoncer un fait, d'accord? Ensuite, il lance ses attaques verbales, ses menaces. Et Nima, tu sais, ses partisans vont dire « Oh, c'est juste Trump, il parle comme ça ». J.D. Vance a même dit « Ah, moi je trouve que le président s'en est très bien sorti ». Il répondait simplement aux menaces iraniennes. C'est un mensonge du vice-président, un mensonge pur et simple. L'Iran n'a pas menacé les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont menacé l'Iran. Et ce ne sont pas des menaces en l'air. Les États-Unis ont déjà mis ces menaces à exécution. Ils ont tué le chef d'État iranien qui n'avait rien fait aux États-Unis, malgré tout ce que certains prétendent. Ils ont donc justifié l'assassinat du chef de l'État et de nombreux, très nombreux autres Iraniens, des scientifiques, des explosions dans des universités, des politiciens et des généraux tués, et j'en passe. Les États-Unis ont déjà mis ces menaces à exécution. Alors, quand Trump profère ce genre de menaces en tant que président et que ses partisans disent qu'il n'est pas responsable de ses propos, c'est exactement ce que dit J.D. Vance, et c'est complètement absurde. Franchement, il est difficile de prendre J.D. Vance au sérieux. C'est un homme de 41 ans, totalement amateur,
sans aucune expérience en politique internationale, rien du tout, et très peu d'expérience politique. Point final. Il a été placé sur le ticket Trump par Peter Thiel, par la classe des milliardaires. Il n'a aucune expérience. Comme sénateur dans l'Ohio, à la rigueur, ça passe. Je veux bien lui reconnaître ça. Mais il n'a rien d'un président. Il est très superficiel. Il ne comprend vraiment rien en profondeur. C'est juste un bon arbitre sur la touche. Tu vois, du genre à dire « Ah ben nous on a dit ça et vous, vous avez dit ça ». Il est très à l'aise dans ce genre de rhétorique improvisée. Mais il n'y a aucune profondeur derrière. Du coup, j'ai aucune confiance dans le fait qu'il sache ce qu'il fait. Il est entouré de conseillers vraiment douteux et de lobbyistes. Tu vois, Nima, les conseillers de cette administration, ce sont des lobbyistes. Pas des diplomates, pas des technocrates. Des lobbyistes, tout simplement. Ils défendent les intérêts d'Israël, du complexe militaro-industriel, des grandes entreprises de la tech et de l'intelligence artificielle. Et si c'est le cas, il ne faut pas s'attendre à ce que ces négociations de haut niveau aboutissent. Il ne faut pas s'y attendre. Alors, où est-ce que ça nous laisse, Nima? Eh bien, ça nous laisse avec l'Iran qui va imposer une sorte de force majeure sur la région. En gros, ils vont simplement continuer et faire ce qu'ils estiment nécessaire. Et puis, la réalité finira par s'ajuster à la position ferme de l'Iran. Les pays arabes du Golfe devront s'y conformer. Et au final, je pense qu'Israël n'aura pas d'autre choix que de faire de même, tout comme certains autres acteurs de la région. Et voilà, les États-Unis n'auront pas grand-chose à dire là-dedans, tu vois. Mais ce sera un processus long et douloureux. J'en ai bien peur. Et donc, les États-Unis ne vont pas aider à accélérer les choses. Il y a quand même quelques points positifs. L'OFAC a autorisé la libération du pétrole iranien. Ils ont levé certaines restrictions sur les licences, et ainsi de suite. Donc, l'administration Trump a, sur certains points clés, vraiment mis son argent là où elle avait mis ses paroles. Mais comme vous l'avez dit, en ce qui concerne l'allègement des sanctions et le dégel des avoirs, c'est une bataille très difficile à Washington. Parce que là, on se heurte au lobby israélien, et c'est vraiment, vraiment compliqué. Les médias vont aussi s'en mêler pour s'assurer que ça n'avance pas. Et bien sûr, Israël reste un énorme obstacle. Ils vont faire ce qu'ils ont prévu de faire dans le sud du Liban. Donc, on est un peu dans une impasse. Et les États-Unis ne pourront pas vraiment trancher cette situation. Je ne le pense pas. Je pense qu'ils peuvent pousser un peu, oui. Mais, si J.D. Vance et Trump insistent autant, c'est parce que les sondages montrent que le taux d'approbation d'Israël parmi les électeurs américains est au plus bas, tout comme les chiffres de Trump, qui s'effondrent complètement. Et c'est parce qu'il s'est lié à Israël. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment en difficulté dans les sondages. C'est la seule raison pour laquelle on voit ce petit virage de la part de J.D. Vance et de Trump. Ce n'est pas parce qu'ils se soucient des Libanais, des Iraniens ou des Palestiniens. C'est parce qu'ils se prennent une véritable claque auprès de l'électorat à cause de cette guerre. Et tout le monde sait que c'était une guerre pour Israël. Tout le monde le sait en Amérique, qu'ils veuillent l'admettre ou non. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu changé de ton. Je vais faire une prédiction, Nima. J.D. Vance, quand il commencera sa campagne, quand il commencera à prendre de l'élan vers la fin du mandat, il prendra ses distances avec Trump. Il y aura un désaccord et il essaiera de s'éloigner de Trump, parce que Trump restera dans l'histoire comme une sorte de blague récurrente parmi les présidents américains. Tu sais, les gens se moqueront de lui pendant des générations. Il sera l'archétype du président, un idiot savant complet, qui a détruit tout ce qu'il a touché, qui a échoué à tous les niveaux imaginables, y compris sur le plan économique d'ailleurs. On n'a pas encore vu le pire, mais on le verra cet été. Et J.D. Vance, probablement, finira par lâcher Trump, au moins en partie.
Toute cette loyauté envers son patron, ce qu'il fait en ce moment, c'est du théâtre. J.D. Vance déteste Trump. Il le détestait, mais il a retourné sa veste pour obtenir sa place sur ce ticket. Parce qu'au fond, tout ce qui l'intéresse, c'est de trouver le chemin vers le pouvoir, puis de le garder. C'est aussi ce qui importe à ses donateurs. Il est l'incarnation de la grande IA, des géants de la tech, de la grande industrie et de Wall Street. C'est ça, en réalité, J.D. Vance. Et je dirais que c'était pareil pour Obama. Obama était une incarnation de Wall Street. Ils ont créé Barack Obama, c'était sa base de pouvoir, son soutien, et au final, il a œuvré pour eux. Obama a clairement servi les intérêts de la classe dirigeante aux États-Unis, et le rôle de J.D. Vance sera du même ordre. C'est un peu le même type de personnage qu'Obama, un politicien fabriqué, sans réelle expérience. Obama n'a passé que 2 ans au Sénat avant d'être propulsé sur la scène nationale pour se présenter à la présidence. J.D. Vance, lui aussi, n'a fait que 2 ans au Sénat avant d'être précipité sur la scène nationale, cette fois pour devenir vice-président. On voit bien ces schémas se répéter dans la politique américaine. C'est comme ça. Et je ne pense pas qu'on doive se faire d'illusions en croyant que cette fois, ce sera différent. Patrick, il s'est passé des choses étranges pendant les discussions entre l'Iran et les États-Unis en Suisse. L'une d'elles, c'est cette énorme explosion au Qatar. Une explosion vraiment massive. Quand on regarde les images de ce qui s'est produit, c'est assez impressionnant. Voici les images, on voit bien l'ampleur de l'explosion. Ensuite, le ministère qatari de l'Intérieur a confirmé que, selon eux, l'explosion venait d'un problème technique. Mais du côté iranien, d'après leurs renseignements, ils pensent qu'il s'agissait en réalité d'une opération israélienne au Qatar, destinée à punir le gouvernement qatari. Oui. Ils voient le Qatar comme se rapprochant, d'une certaine manière, de l'Iran. L'Arabie saoudite, d'ailleurs, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que l'Iran n'a pas attaqué l'Arabie saoudite, ni le Qatar, lors du dernier conflit ou de la dernière confrontation entre l'Iran et les États-Unis, entre l'Iran et Israël. Alors, quelle est votre lecture de cette situation? Eh bien, je crois à cette analyse, surtout à cause du timing. C'est très suspect, parce que si on regarde la situation, Nima, on est dans une impasse, non? On est complètement bloqué. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? Il n'y a que 2 choses, à mon avis, à part si les États-Unis avaient, disons, une sorte de moment de révélation, comme Saul de Tarse, une épiphanie, et changeaient complètement d'attitude. Mais ça, je n'y crois pas une seconde. L'autre possibilité, ce serait une attaque sous faux drapeau, ou alors un assassinat. Et tu sais, souviens-toi de la guerre civile libanaise. Il y a eu l'assassinat du président nouvellement élu, Bachir Gemayel. Et cet assassinat a déclenché le massacre de Sabra et Shatila, qui a vraiment été l'un des événements ayant conduit ou inspiré la formation du Hezbollah. Sabra et Shatila, ça a été énorme. Les répercussions ont été immenses. Énorme. Mais c'est un assassinat qui a provoqué ça. Et beaucoup de gens ont été assassinés pendant la guerre civile libanaise. Ensuite, il y a eu l'assassinat de Rafik Hariri, qui fait encore débat aujourd'hui. Vous savez, les États-Unis ont bien sûr affirmé que c'était le gouvernement syrien qui l'avait fait, d'accord? Et les Israéliens ont dit la même chose. Mais les Israéliens avaient tout autant de raisons que d'autres de mener cet assassinat, et probablement les Américains aussi. Surtout parce que cela a permis de faire sortir la Syrie du Liban, d'accord? Ce sont ce que j'appelle des événements qui changent la donne. Et dans une société fragile, marquée par le sectarisme, une véritable poudrière comme le Liban, un assassinat ciblé ou une opération sous faux drapeau peut tout bouleverser, créer énormément de chaos et les choses peuvent très vite devenir incontrôlables.
Donc pour l'instant, on a une certaine stabilité, même si l'agression reste contenue entre le Hezbollah et Israël. Mais la situation peut vite s'étendre, échapper à tout contrôle, et là ça devient très difficile à gérer pour les Iraniens. Et dans ce cas, Israël profiterait du chaos, surtout si c'est eux qui l'ont provoqué. Et ils l'ont déjà fait dans le passé. Israël a un historique d'opérations sous faux drapeau, c'est documenté. C'est l'un des risques. Donc, quand on voit ce qui s'est passé au Qatar, on peut aussi l'interpréter comme ça. Une opération a été lancée, et les Qataris ont eu l'intelligence de ne pas réagir, parce que tout dépend aussi de la manière dont on réagit. Mais dire que c'était une façon de discipliner le Qatar ou de le punir, c'est aussi plausible. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des négociations ou des réunions de haut niveau, comme le G7, la conférence sur la sécurité de Munich ou les réunions de l'OTAN, on voit Zelensky lancer aussitôt, le jour même ou la veille, une attaque massive de drones, ou alors interrompre toute discussion de paix. L'idée, c'est qu'ils ne veulent pas que des négociations avancent. Ils veulent simplement que la guerre continue, en gros. Et je pense qu'Israël a aussi une motivation. Ils ne veulent pas que ce règlement aboutisse. Ils veulent que leur guerre continue. L'establishment israélien pousse ouvertement les États-Unis à poursuivre le combat contre l'Iran. Ils font du lobbying en Amérique en attaquant essentiellement Trump. Et les royalistes iraniens, comme les sionistes, disent Donald Trump. Même les démocrates liés à l'AIPAC disent « Qu'est-ce qu'il fait? Il accorde toutes ses concessions à l'Iran alors qu'il devrait les bombarder. » Et puis, on répète sans cesse qu'ils ne doivent surtout pas avoir l'arme nucléaire, ce faux argument sur lequel tout repose. Donc c'est assez clair de voir qui veut la guerre et qui ne la veut pas. Et ce qui m'inquiète beaucoup, Nima, c'est le risque d'un faux drapeau et celui d'un assassinat ciblé. Et Israël serait derrière ces deux scénarios, parce qu'il est très facile d'en voir le motif. Ils sont aujourd'hui très clairs sur leurs intentions. Ils ne cherchent même plus à le cacher. Et bien sûr, les grands médias internationaux, ainsi que les faucons de guerre aux États-Unis, soutiendraient sans hésiter un récit de fausses bannières pour accuser le Hezbollah ou accuser les Iraniens, ou peut-être un groupe tiers lié, qu'ils pourraient ensuite utiliser pour blâmer indirectement l'Iran. Tout cela permettrait d'avancer très vite vers une opération militaire, ou quelque chose qui briserait le cessez-le-feu et ferait complètement dérailler les négociations. Pour moi, c'est un risque énorme. Si ça n'arrive pas, alors on s'engage dans un processus long, pénible, vraiment pénible. Et il y a quand même quelque chose d'encourageant. Nima, enfin je vais faire attention à ce que je dis sur Nima. Je ne veux pas donner de crédit à Muhammad al-Jolani, alias le président al-Sharar. Mais quand Trump a dit « Eh bien, peut-être qu'on devrait envoyer la Syrie là-bas pour s'occuper du Hezbollah, il ferait un meilleur boulot que les Israéliens », le titre aux États-Unis, c'était « C'est une insulte aux Israéliens » et tout le reste. Mais au moins, Jolani, le gouvernement d'Al-Qaïda, a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à aller combattre le Hezbollah. Alors, accordons-lui, disons une petite médaille de participation pour ça, si c'est bien vrai. Franchement, Nima, c'est sans doute la chose la plus positive que j'ai entendue de toute la semaine. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et on a eu Naftali Bennett, Patrick, qui parlait, tu sais, en gros, il s'exprimait sur CNN, sur les grands médias américains. Il disait en substance que pour la première fois depuis la création d'Israël, la marque Israël est devenue un facteur négatif aux États-Unis. Moi, je dirais qu'ils essaient de tout faire. C'est ce qu'il a dit. Il essaie de tout faire. Puis Ben Gurion intervient, dit quelque chose, et il doit aller sur les grands médias pour dire « Non, on n'est pas fou à ce point-là. On n'ira pas aussi loin. » Mais la situation est grave. Quand on regarde la section 224 et la section 662, ces deux articles,
Ils veulent fusionner l'armée américaine avec l'armée israélienne et le renseignement américain avec le renseignement israélien. Deux secteurs sont essentiels quand on parle des États-Unis et du pouvoir qu'ils exercent en tant que superpuissance. Quand on combine l'armée et le renseignement, on a l'impression qu'Israël a accès à tout. On le sent d'ailleurs, le ton, l'atmosphère, tout est en train de changer et de changer profondément vis-à-vis d'Israël. Il faut donc officialiser ce qui s'est passé sur le plan militaire et du renseignement et voir comment cela peut servir à faciliter l'agenda israélien au Moyen-Orient. Je ne sais pas jusqu'à quel point cela peut être efficace, Patrick, parce que selon moi, la région a énormément évolué. C'est pour ça qu'on voit par exemple dans la guerre en Ukraine, qui accueille les négociations, c'est la Turquie dans cette région. Et quand il s'agit de l'Iran et des États-Unis, on voit le Pakistan jouer les médiateurs entre l'Iran et les États-Unis, en Oman, et le Qatar fait de même. C'est pour ça que si cette explosion est liée à la manière dont le Qatar se comportait et participait en facilitant les négociations, et aussi avec l'Iran et les avoirs gelés, c'est la même chose. Le Qatar joue un rôle très important dans cette question des avoirs gelés. Vous voyez, la région est en train de se redessiner d'une certaine façon. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est aussi dans la région elle-même. Vous vous souvenez des accords d'Abraham et de la normalisation des relations avec Israël. Cette période est révolue. Je pense que les Israéliens commencent à le comprendre. Je ne sais pas ce que les États-Unis peuvent encore faire pour eux. Il n'y a plus rien, désormais, qui permette aux États-Unis de faire pression sur l'Arabie saoudite, sur le Qatar ou sur l'Iran. C'est le résultat de ce qu'Israël a fait jusqu'à présent. Qu'en pensez-vous? Et que dites-vous de la manière dont Israël essaye désespérément de changer la donne, de modifier l'équation au Moyen-Orient en faveur de son État? Oui, tu as raison. Les accords d'Abraham sont complètement morts. Il n'y a plus aucune chance. Lindsey Graham et d'autres vont dire que l'Arabie saoudite va rejoindre les accords d'Abraham la semaine prochaine ou je ne sais quoi. Franchement, c'est juste délirant. Ces gens sont désespérés. C'était une idée creuse dès le départ, mais ils ont réussi à la vendre à moitié parce qu'il y avait encore une possibilité de stabilité. Mais une fois que cette guerre a commencé, une fois que les États-Unis et Israël ont lancé cette guerre, tout a volé en éclats. Les accords d'Abraham reposent maintenant quelque part au fond du Golfe Persique. C'est fini, parce que les États-Unis ont montré aux États arabes du Golfe qu'ils étaient en réalité un fardeau pour leur existence, que les États-Unis ne contribueraient pas à leur avenir d'aucune manière significative. Écoutez, s'il y a bien une chose que les Arabes du Golfe connaissent, c'est le pétrole et la finance. Et ils savent très bien que le pétrodollar est sous respirateur artificiel. Ils le savent. Ils le savent. Et ils vont donc repositionner leurs actifs, se couvrir en conséquence et réduire au maximum leur exposition à la dette américaine et tout ce qui va avec. Ce processus a déjà commencé et il a été accéléré par Trump. C'est d'ailleurs l'un des grands échecs de Trump, si on veut le voir comme ça. Il a accéléré la chute du pétrodollar en abusant du trésor américain et en lançant cette guerre. Ils ont déjà compris tout ça. Et ils savent aussi que l'implication des États-Unis dans leur pays vient toujours avec des conditions. Et ces conditions, elles sont politiques. Et ces liens concernent Israël. Et aujourd'hui, Israël, c'est devenu en gros une marque complètement abîmée. Il n'y a aucune chance qu'une association avec Israël ne soit pas entachée d'un certain stigmate. Ce sont des meurtriers, des tueurs, des violeurs. Ce dont ils ont été reconnus coupables, c'est tout simplement des crimes parmi les pires contre l'humanité et contre les Arabes. Donc à mon avis, ce serait perçu comme une trahison majeure. À l'avenir, pour les pays arabes du Golfe, de faire des affaires ou d'entretenir des relations cordiales avec un pays comme Israël, compte tenu de ce qu'il fait.
Plus cette situation dure, plus cette équation va continuer à se dégrader. Les États-Unis, dans tout ça, n'ont vraiment pas de position naturelle à occuper. Ils n'ont plus aucun point d'appui au Moyen-Orient ni en Asie de l'Ouest. Plus rien. C'est fini. Je veux dire, ils avaient tout un ensemble d'installations militaires. Mais à ce stade, les Iraniens les ont complètement détruites. Ces bases reposaient sur l'idée que la principale menace dans la région, c'était l'Iran. Et quand l'Iran riposte contre les États arabes du Golfe, c'est très clair, tout le monde le sait, et les Arabes du Golfe le savent aussi. Ce n'est pas parce que l'Iran déteste les Arabes du Golfe, c'est parce que ces pays ont permis aux États-Unis de lancer des attaques contre l'Iran depuis leur territoire. C'est aussi simple que ça, selon les lois de la guerre. Et ce point-là, les Arabes du Golfe ne l'ont pas oublié. Ils ne sont ni stupides ni naïfs. Ils ont bien compris maintenant. Ils ont sans doute un peu résisté à l'époque, parce que c'était très gênant, très inconfortable et que ça inquiétait beaucoup de monde. Ils perdaient énormément d'argent. Ça a été extrêmement dommageable pour leur économie, pour leur vie politique et pour la confiance de leur population dans la capacité de ces gouvernements, de ces Émirats, à maintenir l'ordre et à offrir un environnement favorable à l'investissement étranger direct, à la qualité de vie et au niveau de vie. Tout cela a été menacé pendant ces 100 derniers jours. Il faut s'en souvenir. Et si on regarde vraiment la source du problème pour eux, au bout du compte, s'ils remontent la chaîne, ce n'est pas l'Iran, c'est les États-Unis et Israël. Ce sont eux qui ont ouvert la boîte de Pandore, pas l'Iran. L'Iran a répondu à l'agression. Donc maintenant, c'est une équation connue. Oui, une équation connue. Je pense que désormais, les États-Unis vont essayer de comprendre comment ils peuvent rester dans la région de manière crédible. C'est une question difficile, vraiment difficile. Peuvent-ils maintenir une présence militaire dans la région? Et si oui, pourquoi faire? Pourquoi faire, exactement? Les États-Unis, leur armée, l'administration Trump, représentent en réalité la plus grande menace pour leurs propres intérêts dans la région, simplement par leur présence. Si les entreprises américaines veulent faire des affaires au Moyen-Orient, elles sont les bienvenues. Mais si elles le font aux côtés de l'armée américaine, là, franchement, je pense qu'elles vont avoir un problème. C'est juste du bon sens. Je ne pense pas que beaucoup de gens à Washington aient encore vraiment compris ça. Pas tous, bien sûr. Certains d'entre eux croient encore qu'on est en 1990. Donc non, ça n'a pas encore vraiment fait tilt, mais je pense que ça viendra. Pour l'avenir de la région, je crois que ça ne peut être qu'une bonne chose. Les pays du Golfe vont devoir se poser la question, est-ce qu'ils veulent avoir un avenir ou pas? Parce que s'ils ne reconnaissent pas que l'Iran est aujourd'hui une puissance régionale, et s'ils ne traitent pas avec eux sur cette base, avec respect, alors la région va commencer à discuter sérieusement d'une architecture de sécurité régionale. Mais cette fois, sans aucune implication américaine. Ce sera fait par la région, pour la région. Et ça place Israël à la périphérie, comme quelque chose qu'il faut contenir, parce que c'est l'agresseur. Le problème, c'est que si les États-Unis s'en vont, il ne reste qu'un seul problème dans la région, et c'est Israël. C'est le plus agressif des agresseurs. Ils tuent des gens partout, sans distinction. Ils attaquent 6 ou 7 pays différents dans la région. Ils bombardent tout le monde, ils assassinent tout le monde. Clairement, le problème dans la région, c'est Israël. Ce n'est pas le Hezbollah. Ce ne sont pas les alliés de l'Iran. Ces éléments de langage ont pu fonctionner avant, mais ça ne marchera plus maintenant. Et on voit même que tout le projet de reconstruction nationale au Yémen est en train de s'effriter un peu, notamment avec l'implication des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite.
Ils ne sont pas capables de mener ce projet à terme. Du coup, on va sans doute voir les Britanniques et les Américains s'impliquer davantage au Yémen, peut-être de façon plus sérieuse, pour essayer d'en tirer parti et de contrôler, voire d'orienter la situation. La partition, en fait, ils essayent de couper le pays en deux. Ce que les Américains, les Britanniques et les Saoudiens tentent de faire au Yémen, c'est essentiellement la même chose que ce qu'ils ont fait au Soudan. C'est exactement pareil. Et c'est une opération secrète, complètement artificielle, conçue pour diviser le pays et ensuite prendre le contrôle opérationnel de la voie maritime stratégique. Mais il y a aussi, au sud du Yémen, d'énormes ressources, notamment du pétrole encore inexploité. Ce que fait Israël en Somalie. Oui, exactement. C'est pareil. Le Somaliland essaie de créer un État séparé à cause de sa position, tu vois. C'est stratégique. Alors Israël veut prendre le contrôle du Somaliland. Bien sûr, ce sont les seuls à reconnaître le Somaliland, évidemment. Je crois qu'avec les Émirats arabes unis, si je ne me trompe pas, les Émirats arabes unis. D'accord. Rien d'étonnant là-dedans. Aucune surprise. Donc, c'est probablement plein d'agents du Mossad. C'est une opération complète. Ils vendent ça aux gens là-bas en leur disant « Vous allez être libres, vous allez avoir votre propre pays ». Mais le problème, c'est que quand on commence à morceler des pays, les morceaux qui en sortent sont toujours plus faibles que le pays d'origine. Sur la scène internationale, un petit État n'a aucun pouvoir de négociation. C'est ça, le vrai problème. Après la Première Guerre mondiale, Nîmes.